Bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle séance Zoom sur. Donc pour ceux qui se connectent pour la première fois, tous les lundis soirs à 18h30, vous pouvez assister à une analyse de séquence choisie par un intervenant, critique, universitaire ou artiste. Voilà, donc ce soir nous accueillons Jocelyn Dupont. Jocelyn, voilà. Il apparaît. Donc, je vais présenter Jocelyn. Il est maître de conférence à l'Université de Perpignan et membre de l'équipe de recherche CRESEM, alors Centre de recherche sur les sociétés et environnements en Méditerranée. Pour les habitués de nos séances Bibliothèque François Truffaut au Forum des images, vous aurez peut-être eu l'occasion de rencontrer Jocelyn puisqu'il est venu présenter le Cinémaction qu'il a dirigé, Les écrans de la déraison. Voilà. Il est l'auteur de nombreux articles sur le cinéma d'auteur de Stanley Kubrick à David Cronenberg, justement, et aussi sur la littérature américaine contemporaine, en particulier sur l'œuvre de Patrick McGrath, qui n'est autre que l'auteur du roman Spider, adapté en 2001 au cinéma par David Cronenberg. Il a également dirigé ou co-dirigé plusieurs ouvrages collectifs, dont le dernier en date, Spectre de peau dans la littérature et dans les arts, qu'il a dirigé avec Gilles Menegaldo. Donc, je le montre. Très bel ouvrage. Voilà. Il a été en charge de la programmation à la Cinémathèque Institut Jean Vigo à Perpignan de 2017 à 2020. Et il prépare actuellement un ouvrage sur la représentation de la psychose dans le cinéma américain, dont il sera question ce soir avec son choix de film Spider, donc de David Cronenberg, grand film psychanalytique, et je vais lui laisser la parole. Alors, je vous rappelle que vous pouvez poser des questions tout au long de la séance dans le chat. On en prendra un certain nombre à la fin. Et je remercie mes collègues Pauline Beauté, David et Noémie qui sont à la technique ce soir. Et c'est Jocelyn qui va passer l'extrait du film, contrairement à ce qui était prévu. Donc, je vous demande un peu d'indulgence et j'espère que tout va bien marcher. Merci Jocelyn. Et je te laisse la parole pour parler de ce film assez unique dans la carrière de Cronenberg. Enfin, tu vas en parler, j'imagine. Absolument. Merci d'avoir accepté. Isabelle, merci et bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Avant que je commence, je voulais remercier chaleureusement Isabelle et l'équipe du Forum des images. C'est vrai que c'est un grand plaisir de revenir d'une certaine manière, même si c'est un retour bien paradoxal. Et de féliciter aussi toute l'équipe pour avoir eu cette belle idée d'analyse de séquence en cette période de disette cinématographique assez attristante. Et c'est vrai que ça a donné du baume au cœur à plusieurs reprises. Il y a eu des très belles choses. Alors, avant que je plonge avec vous dans la séquence du film Spider, hein, que je voulais partager avec vous ce soir, donc je vais commencer par partager un écran pour juste vous rappeler le titre de cette communication. Je voudrais dire deux ou trois choses sur la question de la folie au cinéma. Qui est en fait une thématique qui est bien abordée, bien explorée par le cinéma depuis longtemps, en fait, hein, et avec plus ou moins de bonheur. C'est vrai qu'on peut penser assez rapidement au cabinet du docteur Caligari, hein, comme un grand film sur la folie, ce qu'on appelle la délusion, hein, et qui date quand même de 1920. Et un siècle plus tard, l'an dernier, hein, on se rappelle de l'impact assez phénoménal de Joker, hein, ce film de Todd Phillips, donc assez inattendu, mais dans son genre particulièrement réussi. Alors, bon, moi, je travaille surtout sur le cinéma américain, donc c'est vrai que si on va piocher comme ça depuis l'après-guerre, on peut penser à des grands titres, hein, comme La maison du docteur Edwards, hein, de Hitchcock, Spellbound,
La Fosse aux serpents, un grand film asilaire d'Anatole Litvak, 1949, qui avait fait tellement de bruit qu'il avait amené le Congrès américain à changer la loi sur les asiles. Soudain l'été dernier de Mankiewicz, qui est un très beau film sur la réminiscence traumatique. Et puis, on va en allant plus vite, des films très classiques comme Vol au-dessus d'un nid de coucou, qui est plus un questionnement sur la réalité sociale de la folie, ou plutôt sa feinte. Et encore très récemment, Shutter Island de Martin Scorsese, qui lui opte pour une espèce de psychodrame extrêmement efficace, pareil avec un univers asilaire et carcéral qui marche plutôt bien. J'en parle parce qu'il y a eu une très belle communication sur le jeu de DiCaprio, et c'est vrai que là, en l'occurrence, dans Shutter Island, il est aussi très, très remarquable. Alors, vaste corpus que celui qui traite de la folie au cinéma, mais corpus qu'il convient néanmoins de parcourir avec prudence, puisque c'est vrai que le cinéma sur la folie, il faudrait le définir un peu plus, mais le cinéma qui met en scène des protagonistes psychotiques court souvent le risque d'une stéréotypie excessive, avec des fous qui sont soit très caricaturaux. Je pense ici à Shock Corridor de Fuller, donc qui reste un très grand film, mais dont les fous sont quand même, les fous, les internés, les autres, que celui de Johnny Barrett, sont quand même assez stéréotypiques. Ou alors des fous qui sont réduits à l'état de bêtes infraverbales dans toute la tradition des psycho killers, qui ont un peu fait une mauvaise suite à Psychose de Hitchcock, où justement la grande démonstration du psychiatre sur la folie de Norman Bates était tout à fait intéressante. Donc voilà, on a souvent cette réduction à un sujet qui n'en est pas un, en fait, qui est l'emblème d'une altérité impénétrable, tout simplement, ou alors qui peut devenir carrément un fou dangereux. Et là, on glisse sur le terrain assez classique de la collusion entre la maladie mentale et la violence, qui est souvent bien loin, très loin, de la réalité des patients souffrant de troubles psychiatriques. Donc, en fait, ce qui m'intéresse dans mes recherches et avec Spider, justement, très précisément, c'est que c'est un film qui, à mon sens, met en péril, met en jeu la poétique cinématographique de la folie sur un mode qui n'est pas celui, justement, des conventions trop spectaculaires, et qui inclut alors un certain nombre de considérations qui sont là, en l'occurrence, des considérations éthiques, esthétiques, et aussi, et ce sera principalement l'objet de ma présentation aujourd'hui, des considérations narratives. Et c'est bien là ce qui est au cœur de l'extrait que je vais vous passer actuellement, tout de suite. Donc, cet extrait, je me désole un peu d'avoir à vous le passer vous-même parce que je l'avais envoyé et j'espère que je vais m'en tirer. Il dure à peu près 3 minutes. Il se situe dans la première partie du film et on y voit donc le protagoniste, Spider, Dennis Clegg, je reviendrai sur lui bien sûr, en train dans un premier temps, en train de griffonner sur un journal, et puis ensuite, dans un deuxième temps, d'errer, de déambuler comme ça dans une ruelle plus ou moins obscure et du Londres, d'un Londres fantasmé, mais tout à fait intéressant. Et donc, vous allez voir ce qui se passe. Alors, juste 2-3 petites précisions. J'espère que l'extrait passera bien. Il y aura peut-être un petit peu de délai. Donc, vous m'en excuserez, puisque du coup, j'en suis pas responsable. Autre chose, le son est assez peu présent dans la séquence, donc vous inquiétez pas si vous n'entendez rien au début. Et ensuite, et là c'est l'angliciste qui s'excuse, c'est un extrait qui est en VO, mais bon, il n'y a pas beaucoup c'est pas dans les paroles vraiment prononcées que ça compte. Donc voilà, il y a de l'anglais non sous-titré.
Making something. Making something. Aren't you clever? You're so good with your hands. It's for you. It's for you. It's for you. Now, you run down the dog. There's a good boy. Tell your father his dinner's on the table. It's not on the table. It's not on the table. Well, it will be by the time you get him out of that pub. I'll go out the front. I'll just down them steps. Donc, je voulais revenir un petit peu sur l'œuvre de Cronenberg, mais là, j'ai perdu 2 minutes, donc je vais aller vite. Cinéaste, vous le savez, canadien, originaire de Toronto, avec une œuvre qui, au départ, est quand même énormément marquée par la transgression, l'horreur, le malsain, un surnaturel quelque peu étrange, où se joue beaucoup une dimension organique. Hein. Donc, une dimension organique, c'est-à-dire qu'on va chercher à l'intérieur du corps la chair, les viscères, les entrailles, on fait exploser les corps, comme dans Scanners, on mutile les appareils gynécologiques, comme dans Dead Ringers, et après on s'automutile, bien entendu, ou alors dans Existence, hein, on se connecte avec des prothèses plus ou moins organiques qui perturbent le corps. Évidemment, il y a l'exemple de Crash, hein, qui est aussi le grand film de Cronenberg de 1994, si je me rappelle bien, qui lui aussi met en scène cette fascination pour l'homme cyborg, mécanique, où l'érotisme se mélange à une fascination pour l'automobile, pour la mécanique automobile. Donc ça, c'est un peu l'avant Spider. C'est un cinéma qu'on pourrait qualifier de très physique, de haptique, et également avec une veine organique et peut-être un peu grotesque. Après Spider, on a, j'ai envie de dire, une sorte d'assagissement, hein, des tropes cronenbergiens, avec des films plus hantés, plus basé sur l'étrangeté, alors que ce soit l'étrangeté de la mafia russe dans Londres, comme dans Les Promesses de Londres, Eastern Promises, ou bien l'étrangeté des corps et des esprits, comme dans A Dangerous Method, donc, qui est un des derniers films de Cronenberg, hein, où on explore, à partir d'une pièce de théâtre, d'ailleurs, c'est intéressant, la naissance de la psychanalyse jungienne et celle de Sabina Spielrein, donc dans un film qui est un film extrêmement dialogué sur la psychanalyse, c'est-à-dire l'approche de l'inconscient du sujet et des fluctuations du sujet par l'introspection langagière. Hein, le film Dangerous Method est d'ailleurs issu d'une pièce qui s'appelle The Talking Cure de Christopher Hitchens, si je me rappelle convenablement. Donc, en fait, il y a un tournant qui s'opère avec Spider, qui, comme l'a dit Isabelle, est un film psychanalytique, je ne sais pas, mais un film qui s'intéresse à la causa mentale et à la chose psychique, psychotique en l'occurrence, qui va ensuite percoler jusqu'à Dangerous Method, qui est un film qui ouvertement marque une inflexion vers la quête du dérèglement interne, vers ce que Michaud appelait l'infini turbulent, et où le cinéma va, comme le dit Jean Mitry, tâter de l'introspection, hein, et c'est bien donc dans Spider que ceci se produit. Alors, ce qui est intéressant, c'est de relever combien Spider est un film qui procède avec une grande retenue, une sobriété, alors même que le roman, hein, dont il est adapté, qui est un roman donc, signé par l'écrivain anglo-américain Patrick McGrath au début des années 90,
contient des nombres de passages qui auraient très bien pu faire l'affaire de celui qui avait adapté quelques années plus tôt Le Festin nu d'après Burroughs. Et donc, on aurait pu s'attendre à des effets d'hallucination puissamment grotesques dans la veine, justement, de Faux-Semblants, du Festin nu ou de Existence. Mais justement, il n'en fut rien et bien au contraire. Et là, c'est vrai que cette adaptation, cette appropriation du journal d'un fou est tout à fait singulière. Alors, Spider, je vais aller assez rapidement sur le roman, est un roman assez complexe, puisqu'en fait, il s'agit du récit du journal d'un personnage qui souffre de schizophrénie, mais évidemment sans en être conscient comme se définissant comme malade, mais dont évidemment le récit porte en lui toutes les traces, tous les symptômes du dérèglement et de la déliquescence, alors que ce patient, ce personnage narrateur, tente d'écrire son journal pour retourner à un point d'origine, un point nécessaire dans le récit, qui va expliquer pourquoi il revient à Londres et ce qu'il a fait à sa mère pour être ensuite en exil. Alors, on ne sait pas trop où. Dans le roman, c'est au Canada. On peut se dire que ça a sans doute plu à Cronenberg. Mais en fait, on comprend qu'il a passé une trentaine d'années en asile psychiatrique. Le roman est tout à fait troublant, puisque en fait, il met en scène une écriture qui s'auto-annihile au fur et à mesure qu'elle progresse, tout en progressant par régression, c'est assez compliqué, vers ce moment fatidique. Et le roman met bien évidemment en jeu des tropes classiques de la littérature anglo-américaine, comme celle du narrateur non fiable, donc hérité d'Edgar Poe, et puis plus peut-être spécifiquement la dissolution ultime du sujet narrant. C'est ce que nous dit d'ailleurs le narrateur du livre à la fin du livre. Perhaps it's not been a life at all, but a crumbling. Peut-être que ceci n'est pas le récit d'une vie, mais celui d'un effritement. Donc, dans le cas de Spider, on a véritablement un enjeu qui est un enjeu donc, narratif, un enjeu donc, de mécanique du récit, qui est le même dans les deux cas, sauf qu'il va se traiter différemment. L'enjeu est le suivant: comment donner accès à l'intimité erratique d'un personnage donné d'emblée comme barré. Donc, j'utilise ici la formule lacanienne du sujet barré. Alors, ce sujet barré, c'est-à-dire opaque, hermétique, mutique, celui qui n'arrive plus à s'inscrire dans la chaîne symbolique de l'ordre de la signification, est très bien mis en scène. Donc là, on va parler cinéma maintenant, très bien mis en scène par Cronenberg, qui fait de son film un film justement où l'opacité règne. Le film a été tourné dans des quartiers de l'Est londonien et Cronenberg a travaillé là, notamment comme dans le plan que vous voyez ici, c'est un joli plan de mis ensemble avec le personnage qui est face à des murs barrés, aveugles, murés, donc comme son hermétisme à lui. Bel exemple de corrélat objectif alors qu'il déambule sans pouvoir s'exprimer, et qui va nous amener jusqu'à notre séquence. Alors, dans le roman et dans cette construction d'un personnage erratique et paradoxal, on a affaire à un personnage qui est schizophrène, même si le diagnostic n'est pas affirmé comme tel, le mot n'est pas énoncé dans le film. On a quelqu'un qui est en position donc déficitaire, avec énormément de symptômes négatifs et quelques symptômes aussi positifs. Mais ce qui m'intéresse, moi, particulièrement, plutôt que cette lecture symptomatologique, c'est la question des personnages de Spider, des moi de Spider qui s'affrontent et qui se font face. En fait, McGrath écrit un livre adapté de ses lectures de John Lang sur le faux moi, ce qu'on appelle le faux moi. C'est un roman important des années 60, ça s'appelle The Divided Self.
Et donc, ce faux moi est une sorte d'enveloppe protectrice dans laquelle le sujet va faire face à l'intersubjectivité, alors qu'il va loger en lui un moi, un autre moi, qui sera son vrai moi, un moi peut-être plus observant, peut-être aussi plus troublé et en l'occurrence plus délétère pour son entourage. Donc, Spider, si vous voulez, rend compte de la division fonctionnelle entre la vie mentale du moi observant et celle du moi éprouvant, qui rend compte ainsi de certains délires d'observation, de commentaires hallucinatoires des actes et de la pensée du schizophrène, qui rend ainsi possible, avec donc la manœuvre narrative, un retour vers le passé, donc une chronologie du récit, et la quête donc, de l'événement qui a déclenché cette histoire, cette tragédie familiale qui est celle de Spider et qui va nous permettre de traverser l'écran, le double écran de la réalité. Alors là, je vous annonce évidemment les faits. Spider a tué sa mère, il a tué sa mère, il l'a tué, il l'a intoxiqué au gaz et il a tué sa mère parce qu'il était persuadé qu'elle n'était plus sa mère, mais une usurpatrice, une certaine Hilda Wilkinson, qui avait pris la place de sa mère. Donc, c'était véritablement un délire hallucinatoire qui s'est traduit par un matricide. Ça, c'est la situation, si vous voulez, de base. Mais ce qui est intéressant dans la séquence qu'on peut maintenant approcher, c'est cette manière dont va s'immiscer dans la séquence un moi qui n'est ni observant ni éprouvant, mais qui est un moi racontant. Donc là, je vais avancer un peu. Un moi racontant qui fait donc du personnage un porteur de l'imaginaire du récit, un récit donc, dont on pourrait dire que c'est un récit malade. Un récit, est-ce que je peux t'interrompre? Est-ce que tu partages ton PowerPoint? Parce que si tu le partages, on ne le voit pas. Ah oui, je le partage. Oh, bah alors, décidément. Voilà, donc, mea culpa, j'avais répondu plein de belles images. Voilà, alors il va falloir que tu nous les remontres rapidement. Il n'y en a pas tant que ça. Allez, vous voyez là? Là, vous le voyez? Oui. Vous le voyez là? Oui, oui, c'est bon, c'est bon. Donc, non, en fait, je vous montrais donc, le sujet barré. C'était là, lui, ce beau photogramme du sujet barré. Donc, après, donc, la question, ça va être d'accéder, d'entrer dans le souvenir de ce moi racontant. Et c'est là, évidemment, que se déroule notre séquence. On est donc à 23 minutes dans le film. Un film qui est assez court, qui en compte 90 en tout. Nous sommes à Londres et depuis le début du film, nous avons suivi sans relâche ce personnage de Dennis Clegg, qu'on n'a pas encore appelé Spider, qui est interprété par Ralph Fiennes, donc Ralph Fiennes en français, mais il faut dire Ralph Fiennes, m'a-t-on dit, qui est le Spider donc éponyme, donc moi et faux moi. Nous l'avons suivi sans relâche, mais à vrai dire, nous avons suivi quelqu'un de manière assez déconcertante, puisqu'on n'a rien compris à son personnage. Son hermétisme est total, c'est un sujet entravé, et il ne semble pas offrir de possibilité de récit. Si bien qu'au bout de 20 minutes, le spectateur est en droit de se demander si Spider va en effet déployer un arsenal narratif standard, en tout cas compréhensible, avec une dynamique et des capacités identificatoires par intersubjectivité. En fait, c'est l'intersubjectivité qui est mise en péril. Donc, la question centrale qui va se poser ici, à un moment où commence notre séquence, c'est comment, justement, déclencher le récit subjectivé par ce personnage qui est apparemment bloqué. Comment déclencher l'anamnèse? Et c'est précisément ce qui va être au cœur de cette séquence, qui, comme vous l'avez vu, est filmée avec sobriété et expressivité, et qui va permettre d'ouvrir la psyché de notre protagoniste à la possibilité d'un récit auquel le spectateur va pouvoir assister. Alors, la scène dure 2 minutes et 46 secondes, elle contient 23 plans, donc ça fait à peu près 7 secondes par plan, ce qui est une durée classique du cinéma américain, mais qui n'est pas la durée contemporaine.
qui réduit largement cette durée. La séquence, vous l'avez vu, se divise aisément en deux moments distincts, en deux temps. D'abord, durant à peu près 1 minute, on est avec le personnage dans sa mansarde, au sein de, on ne sait pas trop ce que c'est, la clinique, la pension, le foyer, le home, dans lequel il est logé. En anglais, on dirait halfway house, ce qui est un terme tout à fait intéressant. Puis, on passe ensuite au 6e plan, dans la ruelle, jusqu'à un domicile, qui est en fait, cette fois-ci, pas un home, mais home au sens de l'anglais. C'est-à-dire que c'est un retour sur le domicile de son enfance. Et c'est ça qu'on va comprendre au cours de cette scène qui va permettre au récit de s'élancer sur les traces du passé troublé de notre personnage. La première partie de la séquence, qui est celle du carnet, que vous voyez ici à l'écran, j'espère, ne dure que 48 secondes et comporte seulement 5 plans, avec donc une moyenne de 8 secondes par plan, ce qui est un rythme assez lent, d'autant plus que la séquence est entièrement silencieuse ou presque. Le carnet est bien évidemment ici un accessoire déterminant. Il agit d'ailleurs à la manière d'un objet magique, entre guillemets, car il est en fait le symptôme matériel et graphique, donc il est à la fois accessoire et symptôme du délire d'interprétation du personnage, dont la schizophrénie peut être ici qualifiée de schizographie. Alors, je n'aurai pas le temps de développer ici la thématique de la schizographie, qui est quelque chose d'assez rare, mais qui avait notamment beaucoup intéressé le tout jeune Jacques Lacan. Dans les premières publications, on traite justement de ces dérèglements de la graphie. Quoi qu'il en soit, les pages de ce carnet attestent une désorganisation radicale du sujet, notamment dans son rapport symbolique au monde, puisque justement ces symboles qu'on voit griffonnés sont tout à fait impossibles à identifier. Et il s'agit de hiéroglyphes dont on n'est même pas sûr qu'il les comprend lui-même. Ces grommellement entendus au plan 5 en arrière-fond sonore ne permettent pas non plus au spectateur de savoir ce qu'il pense. On a donc ici un personnage tout à fait déficitaire, très affecté de toute évidence par la maladie mentale. Souffrance palpable, confusion généralisée. Le film procède ici par pathologisation du protagoniste, bien plus, je pense, que par subjectivation. Et c'est là qu'en fait, il nous joue un tour. Car rien, à ce moment-là, n'indique encore clairement que nous sommes en train d'opérer un basculement dans les souvenirs pour la première fois dans le film. C'est au 6e plan, le plus long de la séquence, avec une durée totale de 40 secondes, que va s'effectuer ce basculement. On notera dans ce plan le travail très soigné du directeur de la photographie Peter Suchitsky, qui est un affidé de Cronenberg depuis les premières heures, avec des lumières blafardes, obliques, qui viennent d'ailleurs éclairer d'abord l'allée, puis l'arrière-cour, avec une mise en scène assez étrange du vélo paternel, un symbole un peu ambivalent de la figure du principe organisateur, mais néanmoins absent de la scène. Le père n'est pas là et justement, il faut aller le chercher au pub, et c'est ça qui va être évidemment le drame de Spider. Il ne pourra plus être seul en harmonie fusionnelle avec sa mère. Mais revenons au 6e plan. Au sein de ce plan, la caméra effectue de subtils mouvements, travelling arrière, panoramique à droite, travelling avant, à peine perceptibles, mais néanmoins cruciaux, dans la mesure où ils seront repris à l'identique, mais inversé, dans le tout dernier plan de la séquence, plan 23. Notons par ailleurs que les 22 autres plans ne comportent aucun mouvement de caméra, ce qui vient une fois encore souligner le caractère essentiel de celui-ci. Pourtant, rien n'indique encore à ce moment-là au spectateur que nous avons franchi le seuil de la mémoire de notre protagoniste. Car la caractéristique de ce qu'on appelle donc une analepse, c'est-à-dire le retour en arrière dans la chronologie du récit, est d'être non marquée. Justement, elle est précisément non marquée. Il n'y a pas de fondu enchaîné, il n'y a pas de fondu au noir, il n'y a pas de stratagème narratif trop voyant. Dennis Clegg évolue dans le même accoutrement que celui qu'il portait la dernière fois qu'on l'a vu à l'écran. Il a le même air hagard et il pourrait très possiblement être sorti de son foyer pour quelques promenades nocturnes. Alors, le 7e plan va évidemment commencer à rentrer dans l'indiciel. Ce n'est enfin mais ce n'est en fait que plus tard que le spectateur va comprendre
ici ce qui se joue, c'est-à-dire l'appropriation du récit par le sujet écrivant dans son carnet schizographique. Donc là, on est au plan 15 et 16. C'est en fait lors de la discussion avec sa mère que l'analepse devient manifeste. Très exactement, c'est quand intervient la parole. D'abord, c'est la parole de la mère, Miranda Richardson, qui félicite son fils, qui le flatte pour les jolies choses qu'il fabrique pour elle. Suivi de la réplique de l'enfant, dont on comprendra après qu'il est Spider-enfant, Bradley Hall, qui est reprise en écho par l'adulte derrière le carreau. Mais en fait, le temps de 2 répliques, il y a une chronologie normale avant que s'effectue au 15e plan une inversion de la répétition, une inversion écholalique, c'est-à-dire que c'est en fait Spider qui parle en premier et qui donc organise la parole, et en fait c'est une parole d'amour pour sa mère, It's for you, it's for you. Et c'est à cet instant précis seulement, par un subtil déplacement du locus de l'énonciation, que s'effectue alors une réattribution de la parole, une reconfiguration du fonctionnement du récit. Spider peut alors devenir le narrateur en quête de ses souvenirs d'enfance. Et le film peut devenir alors, comme il fera ensuite de manière plus systématique, le récit filmique d'une quête douloureuse vers le passé, une quête impossible, visant à recoller les morceaux d'une histoire familiale brisée et ensanglantée, à l'image du carreau brisé que vous avez ici à l'écran. Spider finira par amener le fragment manquant, sans néanmoins pouvoir le réparer totalement. À la fin du film, Spider retourne à l'asile. À la fin du livre, il se suicide avec son texte. J'ai le temps de conclure, Isabelle? Oui, tu peux. Alors, oui, parce que j'ai perdu mon compte à rebours. Donc, ce que je voulais vous montrer à travers cette séquence, donc, que j'aime beaucoup justement, par ses ombres, par son calme, par sa sérénité presque gothique, c'est que pour filmer la folie, pour entrer dans la folie, Cronenberg et McGrath, qui signent quand même le scénario, ont choisi de déjouer la spectacularisation de la maladie mentale. On n'est pas dans des explosions de personnalités multiples comme dans Split de Shyamalan, comme dans Black Swan, qui est un film remarquable, cela dit, Black Swan, ou Joker. Je ne parlerai pas d'autres films plus caricaturaux qui ont tendance à me hérisser le poil. Et ceci est fait au profit, donc vous l'avez compris, j'espère, d'une stratégie d'approche qui tente non sans mal de franchir le miroir brisé d'une subjectivité dysfonctionnelle. Et c'est la fiction qui va le permettre, de ce franchissement, justement. C'est la fiction, et c'est justement là que souvent le documentaire psychiatrique bute. Bon, le documentaire psychiatrique, il a un rôle à jouer très évident, mais je crois qu'il faut avoir l'audace de l'imaginaire pour entrer dans cette fiction, pour passer à travers le miroir, même si, du coup, on va se retrouver à se confronter à des fictions âpres, des fictions rugueuses, mais néanmoins orientées vers une subjectivation du protagoniste. Donc, en fait, on est passé de la pathologisation à la subjectivation, qui va nous permettre, enfin, le franchissement et la reconstitution du récit. Le deuxième point que je voudrais juste évoquer avec vous, c'est tout de même peut-être une critique à l'endroit de Cronenberg et McGrath, c'est toujours cette présence un peu obsessionnelle de la mère dans le récit psychotique. Et finalement, cette charge assez lourde qu'on fait porter à la mère, vous savez que c'était un grand débat sur les mamans d'enfants autistes dans les années 70 et même encore plus récemment. Et on retrouve comment dirais-je, c'est presque une convention. Alors, c'est une convention, elle est bien utilisée dans le récit McGrathien qui fait une sorte de variation très intelligente sur Oedipe, où finalement c'est la mère qui se fait tuer par son fils. Et c'est vrai qu'il y a quand même des choses qui se passent là. Donc, en fait, je retire un peu et je vais citer Julia Kristeva là, dans un très beau texte qu'elle a, des notes d'un bouquin qu'elle a écrit sur la vérité et la vraisemblance du texte psychotique en 1979.
Le récit psychotique, hanté d'une mère inséparable et ou intouchable, c'est bien ce qui se passe dans la scène qu'on a vue, n'arrive jamais à prendre au corps la nomination vraie, persuadé comme il est que toutes les nominations ne sont qu'esquives ou arbitraires. Il ne mise, pour se faire reconnaître, que sur l'acte juridique de l'interrogation, qui est ici la narration, c'est-à-dire qu'il délègue la formulation de son désir à une question dans les règles, à la narration vraisemblable, qui d'ailleurs a du mal à ne pas s'effondrer comme telle. Et je trouve que quand on connaît le récit de Spider et justement cette vraisemblabilité d'une narration qui va finir par s'effondrer, c'est assez bien vu donc dans la plume, sous la plume de Julia Kristeva. Et permettez-moi de terminer donc, avec une toute dernière citation, parce qu'elle est trop belle pour qu'on en fasse l'économie. C'est une formule de Paul-Claude Racamier, dans son ouvrage de référence sur les schizophrènes, qui dit « Écrire intérieurement sa vie, chacun le fait sans cesse. Le névrosé le fait en hiéroglyphe, et le psychotique sur un écran qui ne prend pas l'encre. » Précisément, je pense, toute la réussite de David Cronenberg dans Spider en général, et dans cette séquence en particulier, que d'avoir réussi précisément à faire prendre l'encre à l'écran. Voilà, et je vous remercie de votre attention. Je reviens parmi vous. Je te remercie, Jocelyn, pour cette traversée de la folie rapide, mais on reviendra à ton ouvrage quand il sortira. Voilà, on peut louer la prestation de Ralph Fiennes dans le film qui est absolument hallucinante. Et c'est un film. D'ailleurs, si je peux dire, parce que j'avais une diapo, je voulais en parler. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, il y a tout un conflit d'autorité autour de qui est Spider. Parce que c'est vrai que c'est un personnage inventé par McGrath. C'est filmé par Cronenberg qui, dans un coup d'éclat à Cannes, va dire « Spider, c'est moi hein, », la Madame Bovary. Mais en fait, c'est Ralph Fiennes qui va pousser Cronenberg à adapter le roman. Il a mis une lettre avec le scénario pour dire « Je veux qu'on fasse ce film et je veux jouer Spider ». Donc c'est vrai que c'est une performance remarquable, mais voilà, qui quand même ne tient pas le film seul. C'est-à-dire qu'il y a quand même besoin de cette mécanique narrative, je pense, au-delà du jeu d'acteur, qui est souvent un peu par là qu'on passe pour faire le fou. Alors, il y a une question intéressante. Alors, on te remercie, très intéressant, oui, merci, très riche. Voilà. Dans Dead Zone, le héros pouvait voyager dans un autre lieu et un autre temps. Parfois, on peut voir une similitude dans le voyage, entre guillemets, dans le passé du héros de Spider, non? Qu'en penses-tu? Oui, avec alors un Dead Zone que je n'ai pas revu depuis longtemps, qui me semble un peu quand même plus dans la veine fantastique du retour dans le temps pour déjouer un assassinat, si je me rappelle. Alors, est-ce qu'on peut... moi, je me méfierais parce que justement, c'est plus un procédé de voyage dans le temps. Alors que là, c'est plus un procédé de remémoration. Voilà. Donc, c'est plus pour porter un récit, je pense, que de voyager dans le temps. Après, là, il y a quand même aussi une convention filmique. Il ne faut pas oublier que Cronenberg, ce n'est pas le premier à mettre un adulte et un enfant qui sont le même personnage dans un même plan. Donc ça, après, c'est un peu quand même conventionnel. Oui, voilà, dans Bergman. Voilà, merci pour le rappel. Tout à l'heure, je croyais que c'était des fraises sauvages, mais non, ce n'est pas celui-là. Voilà. Donc, c'est Fanny Alexandre. Oui. Il y a aussi Woody Allen qui fait ça de manière cocasse dans Annie Hall, si je crois. Donc, tu vois les questions comme moi, ça défile. La dimension de la violence est plus psychologique que physique, une volonté dans la narration, selon vous? Oui, absolument. Et puis dans le projet général, du film, et c'est là justement ce basculement, donc de l'œuvre cronenbergienne, c'est-à-dire que on va pas dans la violence, on va pas dans la violence physique. Au contraire, on reste dans quelque chose de psychique, mais qui est plutôt de l'ordre de la souffrance et pas de la violence. Et ça, c'est très intéressant et c'est très juste sur la condition de maladie mentale dont souffre Spider. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous inviter
à aller voir sur YouTube une petite chaîne qui a été faite par un ami psychiatre qui s'appelle Palabre et Cacheton, hein, c'est tout un programme, et qui propose une analyse de la schizophrénie, des symptômes schizophréniques par rapport au film Spider. Donc, ils n'évacuent pas tout à fait la dimension cinématographique, mais ils en font une belle analyse de cas. Donc, allez voir ça, c'est intéressant parce que ça parle du médical plus que moi je ne l'ai fait, parce que je ne saurais pas trop le faire. Alors, peut-on considérer que l'adversaire nécessaire à tout bon scénario est le personnage principal lui-même? Il y a des questions de haute volée. C'est une très belle question. Alors, c'est vrai que ça va dépendre si on se place dans le cadre d'un film conventionnel, c'est-à-dire character-based, comme on dit en anglais. Hein. Et c'est vrai que c'est peut-être ce qui fait du tort à certains films sur la folie où on voit le personnage s'exciter, grogner, grimacer. Après, ça marche dans Joker, par exemple, je pense. Palabre et Cacheton. Le docteur Zepam. Je le salue parce que je sais qu'il est là. On va peut-être lever la séance. Je te remercie beaucoup, Jocelyn. Je me permets d'annoncer donc la prochaine séance Zoom. Ce sera sur Lady Chatterley par Émilie Noteris. Et je précise que nous proposons aussi tous les jeudis soirs à 20h sur le fil, notre salle virtuelle, des séances en ligne. Donc, je vous invite à regarder notre programme sur le site et à vous inscrire, évidemment. Alors, je vois qu'il y a une dernière question. Dans la séquence que vous avez présentée, le speeder enfant joue avec des fils tous reliés entre eux, formant ainsi une araignée, mais aussi une toile. Bien sûr, oui. Et ça, c'est une trouvaille assez intelligente de l'équipe filmique, hein, je pense, le décorateur ou Cronenberg lui-même, parce qu'en fait, dans le livre, c'est évidemment c'est le récit qui fait la toile, hein, et donc il se prend à son propre piège. Et donc là, en fait, le petit enfant joue avec des bouts de ficelle, ce qui est c'est finalement juste, et tisse une immense arentelle qui va lui permettre à la fin de son délire hallucinatoire d'aller depuis sa chambre, d'ouvrir le gaz en tirant sur une petite ficelle, et donc de prendre tout le monde à son piège, et lui aussi. La personne te demande d'ailleurs de parler un petit peu du symbole de l'araignée dans la maladie mentale, évidemment. Alors, j'en serais bien incapable. Ouais. J'avoue que ce n'est pas une symbolique qui m'a... Et si évidente que ça pour toi? Mais ça peut être une piste, en effet. Là, je ne pense pas immédiatement à une autre araignée. Bon, on dit avoir une araignée au plafond, mais pas en anglais. Ça ne marche pas avec... Oui, c'est dans Araignée égale la mer. Bon, ça, c'est dans le film Enemy de Denis Villeneuve, par exemple. Hein. Ça marche assez bien. Là, c'est en fait, quand même, je dois vous dire, c'est le surnom, c'est là que c'est plus pervers, c'est le surnom que donne la mère à son fils. Elle l'appelle ma petite araignée. Hein, parce que Spider, c'est neutre en anglais. Donc, lui, il est Spider. Voilà. Bien sûr, oui, dans Louise Bourgeois, bien sûr. Qui est reprise par Villeneuve. Oui, absolument. Voilà. Mais bon, Personne parle de Birdie aussi concernant la folie. Oui, Birdie, film très intéressant, qui rentre aussi comme ça, un peu avec les mêmes stratégies. On va faire parler le personnage traumatisé. Oui, absolument. Oui. C'est un bon film qui rentre dans le corpus de la question du récit porté par le malade. Il est plus soir, Birdie. On va en rester là pour ce soir. Voilà, merci Jocelyn j'espère vous revoir. D'avoir joué le jeu du Zoom sur. Merci à nos spectateurs et à toute l'équipe du forum qui est avec moi. Voilà, je vous dis à bientôt. À bientôt, Jocelyn. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Au revoir.